chez Le Salon Caviar, l'émission où le football devient un fait social. On est vraiment ravis de vous retrouver pour lancer cette saison 2. Pour ceux qui étaient déjà avec nous l'année dernière, vous voyez, petit changement d'horaire, on sera désormais un petit peu plus tard en soirée le lundi. On vous retrouvera aux alentours de 20h, 20h30, donc chaque lundi, mais notre promesse ne change pas, le football sous toutes ses formes, et on est vraiment très content de vous retrouver. Je vous vois déjà un petit peu sur le chat, merci d'être avec nous, l'occasion de vous rappeler que c'est aussi votre émission. Le petit ordi est là, donc n'hésitez pas à commenter, à participer à nos débats, bien entendu. C'est vous aussi qui construisez cette émission. On vous présente le casting de cette première que vous voyez ici sur le plan large, avec un homme de retour sur les fauteuils du Salon Caviar, le Melvin Barr de la rédaction. Son nom physique, évidemment, n'échappera à personne. Charles Fandre, bonsoir Charles. Bonsoir Corentin, merci de m'accueillir de telle manière. Les vacances ont été belles ? Elles ont été tranquilles. Elles ont été longues, quand même, oui. Surtout pour nous. Très longues. Avec nous également celui qui est revenu uniquement pour tenir son invincibilité au quiz. Pas de chance, il n'y en a pas ce soir, c'est Mehdi Aram. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. On peut rappeler quand même aux auditeurs qui ne te connaissent pas ton dernier quiz, tu as remporté 13-0. Bah, le seul adversaire. Ça sera la plus belle victoire de ma vie. Non mais je t'ai assigné que les quiz dans cette émission sont quand même particulièrement frauduleux, puisqu'une fois j'étais contre je sais plus quel joueur c'était, je sais plus quel invité c'était, mais c'était un quiz sur sa vie. Donc c'était un peu comme... T'avais gagné ? Non. Ah. Non, j'avais gagné. Non. J'avais gagné avec le bon invité. Je tiens à dire que je ne l'ai absolument pas triché. Bien entendu, évidemment. Et enfin, celui qui... je vous ai parlé d'un nouvel horaire. Qui dit nouvel horaire dit prime de soirée. Et c'est uniquement pour ça qu'il est là. C'est Gabriel Joly. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Ravi d'être là pour cette deuxième saison. On a le chat évidemment qui nous salue. Un plaisir de retrouver cette belle équipe. Il nous dit Louis, c'est un plaisir pour nous aussi de se retrouver, même si ça fait longtemps. Trop cool de se retrouver, nous dit Elio, que j'embrasse, évidemment. Les gars, nous dit Hugo Rugbiris. Libéré Todd, alors Théodore Adou, c'est notre nouveau rédacteur en chef, celui qui a participé à construire cette émission. Alors pour l'instant, il est en backstage, mais il sera bientôt libéré, ne vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, vous avez dû le voir sur nos réseaux sociaux, un invité exceptionnel. Pour cette première, on est vraiment très fiers de pouvoir l'accueillir. Il va nous parler notamment du Paris FC, club qu'il vient de rejoindre en tant qu'actionnaire, mais aussi des élections au Brésil, dans lequel il est évidemment engagé. C'est Rai, footballeur engagé, on est très heureux de l'avoir, il arrive dans quelques instants. On est en train de préparer sa venue, restez bien avec nous, il sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, on va commencer par inaugurer les rubriques qui vont un petit peu faire cette saison. Et on va commencer, comme chaque semaine, par un petit tour d'actualité façon caviar, c'est l'actu. Alors évidemment, n'hésitez pas à nous dire sur le chat les actus qui vous ont marqué, qui concernent un petit peu les autours du ballon rond. Voilà, on va aussi prendre vos actualités, mais d'abord toi Gabriel, t'as sélectionné donc tes 3 actualités de la semaine en toute subjectivité, bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Et on commence Gab avec un chiffre. Ouais, tout à fait. Ce chiffre, c'est 70%. C'est la part, selon une étude de l'ONG Amnesty International, des Français qui voudraient avoir des éclaircissements ou du moins des réponses de la fédération sur le mode d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, ça date déjà d'il y a 8 ans. Et forcément, ça rejoint à 2 mois de la compétition un peu un élan de boycott qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a notamment en Réunion, donc un premier journal qui s'appelle Le Quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, qui a décidé d'annuler, tout simplement de ne pas parler de ce qu'on voit à l'écran cette une, c'était mardi dernier, qui a décidé qu'il ne diffuserait aucune information, qui ne relayerait aucune information autour de la Coupe du Monde. Et le rédacteur en chef, le directeur du journal a même pu parler de ne pas parler du tout d'un sacre éventuel de l'équipe de France. C'est un boycott total dans toutes les colonnes du journal. Totalement, et aucun revenu publicitaire lié à ça. Et donc la news a été beaucoup repris avec le hashtag boycott Qatar 2022. Ce qui fait d'ailleurs, je te coupe, mais ce qui fait d'ailleurs écho à la prise de position de Cantona notamment sur le sujet. Exactement. Parmi les nombreuses personnalités du foot qui ont réagi et qui se positionnent contre cette Coupe du Monde au Qatar, Eric Cantona n'a pas dérogé à la règle, et il a donc fait une lettre sur Twitter, une lettre ouverte sur Twitter qu'il a publiée, où dedans il parle d'un Qatar qui n'est pas un pays de football, qui n'y a aucune ferveur, aucune saveur, une aberration écologique avec tous les stades climatisés, mais surtout une horreur humaine. Combien de milliers de morts questionne-t-il pour construire ces stades? Pourquoi? Pour amuser la galerie pendant à peine 2 mois. Bon, c'est du Cantona dans le texte, ça reprend à peu près toutes les thématiques dont on avait parlé dans une émission de la première saison avec toi, Charles. Notamment, on avait reçu un supporter de l'équipe de France pour nous parler un peu de tout ça. C'est évidemment du Cantona dans le texte, et il a d'ailleurs précisé une chose
Pour lui, au mois de novembre, c'est Colombo. On se refait toute la série. Charles Mehdi, pour vous, ça sera plutôt Colombo ou plutôt Coupe du Monde? La question est un peu difficile parfois. Non, Coupe du Monde. Pas Colombo? Non, pas Colombo, sûrement pas. Non, en revanche, je suis totalement d'accord. Il y a certains aspects, les droits humains, les aspects écologiques, c'est une aberration totale. En revanche, je trouve ça un peu trop simple de boycotter, comme l'a dit Gabriel. Ça fait près de 10 ans que la Coupe du Monde a été attribuée. C'est un peu facile d'ouvrir les yeux aujourd'hui, sachant que de nombreux médias ont tenté d'informer l'opinion publique très tôt en plus sur le sujet, notamment Mediapart. Rien n'a, ça n'a pas été pris en considération, ou du moins pas assez. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu trop simple à 2 mois de la Coupe du Monde. Je trouve qu'il y a un effet un peu démagogie qui en ressort, et ça me gêne un peu. Je suis assez d'accord, mais moi, après, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, évidemment, mais... Ce qui est quand même marquant, c'est la difficulté, je trouve, à se positionner sur cette question qui est devenue un petit peu tabou, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas fondamentalement s'ils doivent la boycotter, qui aimeraient pour des raisons éthiques et qui en même temps savent pas trop se positionner. C'est un sujet quand même qui est aujourd'hui difficile à aborder, qui est même complètement tabou, que ce soit dans les instances ou même chez les supporters, comme Gabriel l'évoquait avec les irréductibles. Les raisons éthiques, elles sont totalement compréhensibles. Après, sur un point avancé par Cantona, le Qatar pas pays de foot, moi j'en ai rien à foutre en fait. Il y a un peu une vision ethnocentrée là pour le coup qui me gêne énormément. Pour quelle raison le Qatar ou un autre pays qui n'aurait pas une culture foot très très marquée et très établie n'aurait pas le droit d'organiser un mondial? Je trouve ça... Je suis complètement d'accord avec ça, parce que bon, déjà faut dire que le Qatar n'est pas un pays de foot. Je trouve ça peut-être un petit peu exagéré, dans la mesure où ils sont quand même champions d'Asie. Enfin, le football est développé là-bas depuis un moment. C'est pas tant ça la question. Oui, non, mais voilà, parce qu'en fait, moi je comprends pas qu'on puisse avancer cet argument-là, parce que moi, de mon point de vue, en tout cas, le foot a quand même vocation à être universel. Et si jamais tel ou tel pays décide de développer le football sur son territoire, je vois pas en quoi on pourrait dire non, c'est pas un pays historique de foot, c'est pas intéressant d'y aller. Donc si le Qatar en l'occurrence a décidé de développer son football, très bien, qu'on organise des coupes du monde dans des pays qui souhaitent intégrer ce système là. Après, la question de savoir si le Qatar organise cette coupe du monde parce qu'ils veulent développer le football au Qatar, ou si ils le font pour des raisons médiatiques, etc., ça c'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec Mehdi, dire qu'il faut pas y aller parce que c'est pas un pays de foot et que ça a aucune saveur, déjà c'est pas forcément vrai. En 2002, et c'est Hugo Rugby Riss du coup nous dit, on entendait aussi moins de gens se plaindre lorsque la Coupe du Monde était en Russie. Oui, c'est souvent l'argument qu'on entend, qu'il n'a pas les mains très propres. C'est aussi la différence, c'est que c'est une Coupe du Monde qui est en hiver. Ça, c'est la première fois que c'est le cas. Mais je pense que pour en revenir à la vague de boycott, c'est aussi que ça revient un peu à l'agenda médiatique en ce moment. Ça arrive, c'est une compétition qui approche, c'est dans 2 mois, donc c'est aussi pour ça qu'on la boycotte que maintenant finalement. Et on a l'impression un très bon dossier de Libé ce matin, Libération sur là-dessus, et on a Elio qui nous dit que Cantona il avait déjà boycotté les Coupes du Monde 94 et 98. C'est pas très gentil. C'est un peu dur pour le King. Mais justement, en parlant de l'article de Libé, qui, comme tu dis, était super intéressant, remarquer que le problème du boycott pour moi, c'est que, le problème du boycott, c'est que, ce qui est dommage avec le boycott, c'est que ça aura pas d'impact immédiat sur les décisions prises par la FIFA, puisque, la Coupe du Monde 2026 a d'ores et déjà été attribuée. Jamais un boycott à très grande échelle Après, ça, en vrai, on sait pas, si ça se trouve, peut-être que, d'un coup, toutes les consciences vont se réveiller, et, on sait jamais. Mais après, en l'occurrence, en 2026, la Coupe du Monde a déjà été attribuée, pour la triple candidature Canada, États-Unis, Mexique. Dans l'article de Libé ce matin, on voyait qu'il y avait des déplacements de 4000 km entre certaines villes, et du coup, c'est-à-dire que... Question écologique. Exactement. C'est pareil. Les équipes vont devoir se déplacer, tu vas avoir les staffs, les supporters, D'autant qu'il y aura 48 équipes, donc d'autant plus d'équipes, donc d'autant plus d'avions. Il y a 80 matchs ou 64 au Qatar, c'est pareil. Et puis même l'article de Libé se termine en disant que l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite, la Grèce et l'Égypte qui envisagent une triple candidature. C'est-à-dire que sur des temps très longs, on se projette sur des modèles qui sont pas différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Gabriel, on enchaîne, on parle un peu Panini pour ta deuxième info. On parle toujours mondial, mais forcément c'est l'impondérable avant les compétitions internationales. Les vignettes Panini.
Je pense qu'on a tous quelques souvenirs avec ça. Pour le coup, cette fois, 967 €, j'adore les chiffres ce soir, c'est le prix, selon une étude, donc ça date de la Coupe du Monde en Russie, mais ça a été réactualisé, selon une étude d'un mathématicien de Cardiff, c'est le prix qu'il faudrait sans échange, donc en se prenant des doublons à chaque fois, pour acquérir au fil des probabilités toutes les vignettes, les 682 vignettes. C'est pour ça que j'ai abandonné d'ailleurs, que j'ai jamais été au bout. C'est ça. Alors moi, pour ma part, les Panini, ça me parle depuis Tchabalala. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. 2010, tout à fait. C'est la première fois que je l'ai fait. Est-ce que vous, pour le coup, c'est un rituel que vous avez avant les J'en ai lâché des sous là-dedans. Ouais, 967 € pour avoir l'album complet Non, ou... mais après, je peux les lâcher si c'est remboursé par la mutuelle ou l'assurance maladie. Hein. C'est le cas actuellement? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Charles? Là, tu vois, fut un temps, j'ai dépensé des fortunes pour reconstituer la carte de France en magnet dans les paquets de cordon bleu, mais pour les cartes Panini, c'est jamais un truc qui va... Non, pas particulièrement. Bah, cette année. Petit, moi, c'était quand j'étais petit, c'était quand même le... Mais tu sais, moi, je viens d'une famille où ils regardaient pas spécialement le foot, donc ouais, ça m'est venu un peu sur le tard. Un double Fernando Menegazzo, Elio est toujours en double Fernando Menegazzo 2010 si ça intéresse. Moi ça m'intéresse énormément. Forcément, la fibre avant. Exactement, un grand milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Mais il faut savoir que Corentin Roland est comme Antoine Griezmann. Vraiment, il s'exporte on n'a pas de maté, du sud, malheureusement. Ouais. dès qu'il peut. Et pour le coup, on a un petit quiz à vous faire pour tous les deux. Vous êtes tous les deux fans du Paris Saint-Germain, je crois. Oui, on a peut-être une vignette qu'on pourrait vous demander. Ça va se passer sur l'écran, je pense. Fabrice Fiorez. Ouais. C'est pas Là, ça, regardez. c'est pas ça. On en est loin, moi j'attends l'image peut-être de document. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner ce joueur, c'est au plus rapide? Georges Weah. Ouais, tout à fait. Merci Mehdi. Bah, on voit Charles qui suit le PSG depuis le rachat des Qataris. Tout à fait. même un peu après. Oui, quand ça Et a on vraiment passe. commencé à gagner, quoi. Le premier titre, il échappe, il est à Montpellier. Attends, Pas très intéressant. comparé, ça fait rire. Ah, la décharge de Charles, l'écran est de mauvaise qualité. Ouais, c'est On ça. dira ça. Hein. Voilà, critique le matériel. Elle est Soigneusement installé par Clément Durançon, notre réalisateur. Louis nous dit qu'il y avait un album Panini pour la Coupe du Monde 2006 dans la famille. Voilà, on a quand même des puristes dans le chat. En 2010, Carrefour avait créé des manettes de l'équipe de France. Tout à fait, C'est vrai. pour les frigos. Oui, Et il y avait Karim Ça, Benzema je- qui n'était pas sélectionné, j'avais Hugo Je Lloris. pas cette anecdote. Eh ben, avec un maillot jaune. Ouais, exactement. Si je me souviens. Est-ce que tu veux la Dordogne dans les paquets du père de Nu? Bon, je pense qu'on va passer à la troisième info parce que là, on divague un tout petit peu. Oui. Pour finir, donc, Gab, j'aime bien cette anecdote, c'est le déplacement le plus court de l'histoire du football. Ouais, tout à fait. C'est une scène surréaliste qui s'est passée entre le B36 Tornschaft et le Scala Itrotar Felag. Ça vous parle, Alors, j'imagine que ça vous parle. On est en D1 Féringienne. On est dans quel pays, du coup, messieurs? On est un quoi? En D1 D1 Féringienne. Féringienne. Un peu de géographie. En Féringie, évidemment. Les îles? Non, Non. pas du tout. Féroé? Féroé? Les îles Fidji. Tout à fait. Non, pas du tout, ouais. C'est les Oh îles là. Féroé. C'est les Ouais, îles Féroé. catastrophe. On voit le Ouais, degré de c'est bon, culture c'est des bon. chroniqueurs. J'ai gagné plus qu'en comédie. T'as gagné un truc, ça fait un partout. Ah oui, c'est vrai. C'est vendredi dernier, il y a eu un match entre ces deux équipes donc qui s'est déroulé dans le stade national des îles Féroé. Il était délocalisé parce que d'habitude on n'utilise pas ce stade, le stade de l'équipe nationale. Et à la 88e minute, alors que le match était déjà plié 5-0 pour le B36, c'était une affaire entendue. Après certains matchs m'ont appris Comment que les affaires n'étaient jamais entendues. Quand il s'agit de score. Je sais L'affaire pas de quoi était tu me toujours parles. entendue. Et le B36 donc avait gagné et il y a eu une coupure d'électricité dans le stade à la 85e minute, si bien que on le voit sur l'écran, il y avait plus rien, si bien que les deux équipes ont dû jouer On voit pas grand chose là. les quelques dernières minutes et le temps additionnel dans une autre enceinte située à 10 mètres de l'enceinte de la première. C'est parce Sauf- qu'on a fermé Fessenheim, ça. Il se trouve que pour la petite histoire, c'était le stade dans lequel le match est fini, c'est le stade officiel du B36, donc comme quoi il faut pas changer une équipe qui gagne. Pour l'anecdote, il y a quand même un tournoi de foot en France, inter-école de journalisme, qui s'est fini éclairé par une Twingo. Donc à l'éclairage d'une Twingo pour éclairer la finale féminine. Et c'était l'année dernière. Donc Ça avait fait l'herbe scandale. n'est pas toujours, ça a fait scandale, oui, l'herbe n'est pas toujours. But, c'est ça? C'était le tournoi féminin. Non. Moi j'étais, non, j'étais dans le travée de. Parce qu'on avait été éliminés depuis longtemps, faut le préciser. Parce que Ouais, on révèle pas les. Ah, on Voilà, aurait mis les les affaires, dos, ouais, on est parti prendre le déjeuner. on va pas révéler évidemment tous les dossiers. Pour ceux qui sont avec nous, restez bien avec nous, évidemment, parce qu'on a donc Rai qui va arriver dans quelques minutes. Il sera là donc pour la deuxième partie de cette émission. Vraiment, c'est dans quelques instants, donc restez bien avec nous. En attendant, on va continuer un petit peu sur de l'actu parce qu'on en a beaucoup en ce moment. C'est le dossier.
Alors, je vous l'ai dit, il y avait énormément d'actualités cette semaine, entre notamment les révélations de Romain Molina et du journal SoFoot. Nous, on a décidé de se consacrer à une autre affaire parce que tout est énormément traité et il fallait faire un petit tri dans cette émission, et tout est merveilleusement d'ailleurs bien traité par ces rédactions-là. On a choisi de s'intéresser aux entourages des joueurs. Alors, vous savez, dans le cadre de l'affaire Pogba, c'était au centre véritablement de cette affaire, avec cette question: l'entourage est-il devenu le meilleur ennemi du footballeur? Je te donne d'abord la parole, Mehdi, pour prendre ton avis, parce qu'on voit on parle pas du groupe de musique, hein, c'est pas l'entourage. Voilà, exactement. L'entourage familial. Évidemment, on est sur des très bons jeux de mots. J'espère que le chat apprécie. Il s'agit pas de faire de généralité, mais évidemment que l'entourage des footeux, aussi bien professionnel que familial, amical, peut être extrêmement destructeur à mes yeux. On a l'exemple évidemment Pogba, mais il y a eu l'exemple Benzema. Il y a eu l'exemple Aurier pour des raisons bien différentes. Oui, après, comme je l'ai dit, il s'agit pas de faire des généralités. Moi, je suis juste étonné que c'est un sujet dont on parle assez peu, dont les médias se sont pas que les médias n'ont pas traité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce type d'affaires en tout cas. Exactement. Ou alors de manière éparse. Après, est-ce que c'est parce que la parole de footeux est assez rare sur le sujet, par peur, par crainte, mais je suis à peu près certain que les cas de chantage, de tentatives de déstabilisation, de menaces existent en tout temps, et c'est ce que dit justement Cespanam dans le chat. L'entourage, c'est pas nouveau, notamment avec Anelka, si on parle d'affaires plus anciennes, mais il amène un élément intéressant, c'est que les réseaux ont aussi amplifié un petit peu ce type de phénomène. Il y a eu un cas emblématique, c'est le cas de Maradona à Naples, qui était tout autre. Charles, on voit quand même qu'il y a beaucoup de pères, frères, cousins qui sont devenus qui sont rentrés dans les cercles proches et qui s'intègrent donc dans les logiques du foot, dans les transferts. On le voit parfois. Alors, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas jusqu'à présent, par exemple dans la famille Mbappé, ça se passe en famille, et ça se passe relativement de manière cohérente en termes de communication. Il y a un avocat, Mbappé. Oui, par exemple Paul Pogba aussi. Oui. Mais et pour le coup, est-ce que pour toi c'est problématique que la famille gère de plus en plus, parce que ça pour le coup c'est de plus en plus le cas quand même, que les familles soient devenues agents. Pour toi ça peut représenter un problème? Enfin, moi je pense que la famille peut effectivement représenter un problème, parce que forcément, enfin, quand t'as des liens familiaux avec quelqu'un, tu la traiteras pas pareil que quelqu'un avec qui t'as pas de liens familiaux. Voilà, c'était une belle évidence à dire. Mais après, c'est vrai que des fois, ça peut avoir des conséquences graves, parce qu'on se rappelle de Desmailleurs qui a dit qu'il est vraiment failli se suicider. En plus, dans les médias, il y avait parce que sa famille lui reportage de demandait Canal. des sous en permanence pour s'acheter une maison, pour s'acheter je sais pas quoi, et puis il supportait plus cette pression-là. Après, comme Mehdi l'a dit, t'as aussi l'entourage qui peut être, on va dire, amical. Exactement, tu vois, qui sans forcément être mal intentionné, tu vois, qui peut te pousser à être moins impliqué dans ce que tu vas faire. C'est ce que l'ancien cuisinier de Dembélé, il me semble, avait dit concernant le joueur. Après, sur la question de la gestion des intérêts des joueurs par leur famille, déjà, pour revenir à ce que tu disais, je pense que c'est pas bon d'empêcher les joueurs de se couper de leur entourage. Il faut absolument pas que les joueurs se coupent de leur entourage, parce qu'ils ont quand même un métier qui est à part, avec une pression qui est énorme, mais il faut qu'ils puissent être capables quand même de temps en temps, à mon avis en tout cas, être capables de sortir justement de ce rôle, de retrouver des moments qui soient normaux, de pouvoir justement retrouver un peu quelque chose de normal qui leur permettra par la suite. Parce que par exemple dans le cas d'Adebayor, c'est intéressant ce que tu dis. Hugo d'ailleurs nous dit Adebayor qui avait songé à mettre fin à ses jours lorsqu'il débutait donc à 16 ans. Par exemple dans le cas d'Adebayor, on lui a dit, enfin sa famille en tout cas ses proches lui ont dit, tu t'as pris le melon, ce qui était un peu le cas aussi dans l'affaire Pogba, tu t'es coupé de nous. Et en fait ils ont aussi ce reproche là. Et par exemple Benzema dont on parle également dans le chat a toujours eu cette volonté de rester connecté à son quartier, à ce qui relève d'une démarche très honnête et très très modeste en fait. Et finalement ça peut se retourner contre eux. Et dans ce cas-là, où est l'équilibre entre vouloir rester connecté avec ses entourages, mais en même temps l'équilibre il est difficile à trouver. Il y a le frère de Jérémy Ménez qui en parlait il y a quelques années, qui disait c'est difficile de gérer la carrière d'un proche, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas objectif concernant. C'est extrêmement compliqué. Et il y a un cas qui est emblématique, c'est le cas d'Adrien Rabiot. Tout à fait. Non pas que ce soit un mauvais joueur, etc., mais il y a des histoires concernant sa mère qui sont assez similaires. Déjà pour sa signature avortée à Manchester United. Sa signature avortée, moi je pensais à sa signature avortée à Rome en 2015.
plusieurs fois où elle aurait demandé un salaire plus Exactement. élevé ou des Après, je pense qu'il faut pas non plus nier les méfaits de l'entourage professionnel. Il y a des gestionnaires de patrimoine, par exemple. Ouais, alors c'est ce qui revient énormément dans le chat, c'est le rôle des agents, notamment. Quand qui a été menacé, exactement. Ou le cas de gestionnaire de patrimoine qui, à la vue de l'administration fiscale, mettent en place des systèmes soustrayants et ça a été le cas pour Ronaldo, ça a été le cas pour Messi, pour Xabi Alonso. Le truc, c'est qu'à partir du moment où ces joueurs sont forcément beaucoup d'argent qui gravite tout autour, ça attire forcément des gens, que ce soit la famille dans des cas, dans certains cas, que ce soit les agents, parce que en équipe de France, c'est pas nouveau. Il y avait déjà le cas de N'Golo Kanté qui avait porté plainte pour escroquerie parce que son agent d'image lui avait demandé de faire des pubs pour des paris sportifs, ce qui ne lui convenait pas, et lui demandait toujours plus d'argent pour des frais de résiliation. C'est pas un cas qui est nouveau, mais pour le coup, c'est vrai que quand on est au devant et dans la lumière, forcément, il y a ce reproche qu'on peut faire, en tout cas dans le cas de Paul Pogba, est assez facile aussi. Tu nous as oublié. Bon, c'est on a pas mal de. Pour le coup, j'aimerais bien exemple sur l'histoire d'Adrien Rabiot, parce que moi je pense que effectivement là en l'occurrence il y avait des choix qui étaient contestables, mais on n'est pas non plus dans leur intimité, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le détail de qui prend quelle décision. Non, bien sûr. Donc, je suis pas certain non plus que ça se passe, parce que des fois c'est quand même vachement présenté d'une manière, selon laquelle tu aurais la mère d'Adrien Rabiot qui tirait les ficelles, puis lui qui et puis Adrien Rabiot a une histoire familiale un peu compliquée avec un père. Moi, ce que je pense, c'est que parfois les supporters ont quand même tendance vachement à projeter leurs propres envies et leur propre conception de ce qui est bon pour le joueur à ce qui devrait être fait par les agents, en l'occurrence la famille. On l'a vu cet été avec le cas Mbappé, par exemple. Ce qui s'est dit plus ou moins, c'est que le père était plutôt en faveur d'une prolongation au PSG, tandis que la mère était plutôt en faveur d'un départ pour le Real Madrid. Et là, on a vu beaucoup de supporters du PSG dire, voilà, la mère de Mbappé, elle fait n'importe quoi, regardez, etc. Donc, en l'occurrence, des grosses supputations également. Voilà, exactement, je trouve que c'est compliqué de dire de ce point de vue-là, ce serait mauvais pour lui de partir au Real ou ce serait mauvais pour lui de rester au PSG. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on peut pas juste schématiser comme ça selon ce que nous, on aura envie de voir. Alors, merci évidemment à tous ceux qui participent sur le chat. Je fais un peu défiler parce qu'il y a pas mal d'exemples. On a les exemples de Wanda Icardi qui revient. C'est un très bel exemple. Le frère de Kimpembe qui avait détruit Tuchel sur les réseaux, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. La femme de Nasri sur Didier Deschamps aussi, dans un souvenir plus ancien. Moi, j'avais même plus cette anecdote, honnêtement. Moi, je pense au frère de Marquinhos. Exactement. Ou de la frère de Marquinhos. Des fois, les joueurs se servent de leur entourage. Je sais passer les messages. On peut penser à la femme de Thiago Silva qui, à chaque fois qu'il y a un problème. La femme de Di Maria, typiquement, elle a fait ça à Manchester. La question qui se pose aussi en substance, c'est comment on aide ces joueurs, parce que là, on est dans le cadre de relations qui sont privées, qui sont familiales. Ça paraît quand même très difficile d'interférer. Là-dedans, comment on aide ces joueurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, qu'est-ce que le football français doit faire, par exemple, ou le football en général, d'ailleurs, pour, hormis peut-être réguler la profession d'agence, qu'on a déjà évoqué, mais comment on fait pour, par exemple, dans le cas de Pogba, pour protéger un joueur de son entourage? Est-ce que c'est à l'UNFP, par exemple, de saisir de ce genre de ce type de dossier comme ils essayent déjà? Là, il y a une protection policière qui a été mise en place. Mais ce que je veux dire, c'est en amont, pour un peu. Je pense que c'est compliqué de dire en amont ce genre de choses, à part, si on réglemente, comme tu l'as dit, si on régule ce rôle d'agent, tu peux pas prévoir que quelqu'un va finalement se révéler mauvais. Ce qui est quand même intéressant, on commençait à l'évoquer tout à l'heure, Mehdi, c'est pour le cas de Paul Pogba. Paul Pogba, par exemple, il a un avocat ou une avocate, je sais plus, je crois que c'est une avocate, il a un conseiller financier, enfin, malgré tout, il est entouré. Il a un agent, c'est quelqu'un d'entouré, malgré tout. On voit, ça n'échappe pas, d'avocat, voilà, j'imagine que l'avocat est... Mais je pense que ça ne protège rien. Maradona, je prenais l'exemple de Maradona tout à l'heure, alors certes, c'était une autre époque, c'est une autre ville, c'est un autre contexte culturel, etc. Mais Maradona était représenté par le plus gros agent des années 80, ça l'a pas empêché de tomber dans de sombres histoires. Je pense que, si l'entourage est malveillant, aussi bien familial qu'amical, c'est très très compliqué de s'en défaire, tout simplement. D'autant qu'il y a des fois certains cas où, je pense au cas de Yohan Molo, je sais pas si ça vous parle, qui a été escroqué. Mais en fait c'était un truc au long cours, c'était pendant 10 ans où ces agents ont sucré son assurance chômage, si je me souviens bien, et donc et il s'en rend compte qu'au bout de 12 ans, donc des fois
c'est aussi des gens à qui on a une pleine confiance. C'est aussi ça le problème. C'est des gens qui sont autour et à qui on porte beaucoup d'attention, notamment pour le cas de Kanté. C'était un agent image qu'il avait depuis Boulogne. On a Saïs Panam qui me complète parce que je disais que Pogba était entouré. Il me dit Pogba aussi un marabout. C'est vrai qu'en plus ça permet d'être bien entouré. Mais pour finir sur une note très sérieuse, on va finir là-dessus pour ce débat. C'est parce que évidemment on va accueillir, comme je le disais dans le début de l'émission, Rai dans quelques instants, mais ça peut avoir aussi un impact sur le sportif parce que Patrice Evra disait dans une interview au Parisien, je crois que c'était en début d'année, les joueurs n'ont pas d'aide et ça peut interférer dans les performances sportives tout simplement. Bien sûr, mais là en l'occurrence c'est Patrice Evra, mais Mathias Coureur qui est un joueur français qui évolue en Bulgarie l'a dit aussi dans une interview, je sais plus si c'est pour SoFoot ou Foot Mercato, ça peut toucher n'importe qui et d'autant plus les joueurs très exposés médiatiquement. Ça, c'est une évidence. Bon, Elio le souligne à raison, ça grince derrière la porte du studio. L'invité sur les rails, il est en train de s'équiper, on va l'accueillir dans quelques instants. Mais avant cela, on va vous proposer cette saison des rencontres avec des personnalités du monde du football. Contre-chance, c'est quand le salon caviar passe derrière la caméra. Et c'est avec toi, Charles, avec Maëlys Lavorel, donc j'en profite vraiment pour la saluer. Vous êtes parti à la rencontre de Benjamin Cornier, qui vient de prendre sa retraite. On est parti à la rencontre, c'est un bien gros mot. On a fait une réunion Zoom avant. Mais du coup, oui, effectivement, Je pensais que vous étiez allé dans les environs dijonnais, que vous étiez un petit peu baladé. Pour faire un zoom dans la pièce d'à côté. Mais du coup, Benjamin Cornier, pour ceux qui le connaissent pas, il a 35 ans, c'est un milieu offensif. Il a commencé sa carrière en 2010 avec Dijon. Avec cette saison-là, il connaît la montée en Ligue 1, il passe un an dans l'élite, puis après il quitte la Côte d'Or pour rejoindre le Forez et la SSE où il restera jusqu'en 2017 où il connaîtra la Coupe d'Europe. Ensuite 3 ans à Strasbourg jusqu'en 2020, puis ensuite le National à Bourg-en-Bresse et cet été il a annoncé sa retraite internationale et c'est sa retraite internationale peut-être pas mais sa retraite tout court. La même chose, souvent c'est un bloqué. En l'occurrence il ne jouera plus jamais de France. Et du coup, c'est de ça dont on est parti discuter avec lui, comme tu l'as dit. On regarde ? Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Je m'attendais pas forcément à vivre mon dernier match parce que je me sentais encore bien. Quand on se sent bien, on se dit qu'il peut y avoir un dernier challenge. Donc, je pensais continuer encore au moins une année. Mais maintenant, voilà, tout était réuni pour que je passe de l'autre côté entre guillemets et que le club me donne l'opportunité de faire une formation. Et c'est vrai que c'était à ce moment-là plus important que de continuer. C'était quelque chose aussi que moi j'ai décidé. C'est pas quelque chose qu'on m'a imposé non plus. Donc ça montre que j'ai envie de faire ça. Donc pour l'instant, je le vis très bien et j'ai hâte de encore plus apprendre et encore plus voir les structures du club, quoi. En fait, je vais passer donc avec l'université Claude Bernard de Lyon. Je vais faire donc c'est par correspondance le DUGOS, ça s'appelle. Je vais passer le DUGOS, donc c'est un diplôme universitaire gestion organisation sportive. Donc en gros, ça apprend, on va dire les bases de la structure d'un club, parce qu'en tant que joueur, on connaît le sportif, mais il y a énormément de choses qui se passent dans un club. Et du coup, je vais avoir l'opportunité en même temps d'avoir ces cours, de pouvoir aller 2 jours par semaine au club à Bourg pour voir encore plus en détail la structure du club. Je pense après c'est le terrain. De toute façon c'est l'adrénaline des matchs, même la vie d'un vestiaire. C'est vrai que on a l'habitude, j'ai l'habitude pendant 12 ans de côtoyer un vestiaire. Ça veut dire de voir plein de gars, d'être tout le temps au contact, de passer beaucoup de temps avec des effectifs. Donc c'est ça qui manque un peu dans un premier temps. Et puis forcément les matchs, voilà, l'adrénaline des matchs. Après, sans manquer de respect au championnat ou au niveau, depuis 1 an et demi déjà en national, il y avait quand même moins de ferveur que ce que j'avais pu connaître avant en Ligue 1 notamment.
Mais ça reste quand même s'il n'y a pas beaucoup de monde ou quoi, ça reste quand même des ambiances où voilà, de l'adrénaline et on a envie de faire plaisir à tous les supporters. Il y en a beaucoup. Après, quand on réfléchit, la montée que j'ai connue avec Dijon en Ligue 1, ça a été un moment fort parce que c'était le début de ma carrière, que je m'attendais pas forcément déjà à jouer, d'être aussi performant et de monter en Ligue 1 en plus. Et puis après, dans tous les clubs, j'ai eu des émotions, des trucs, mais on va dire un peu ma période à Saint-Étienne qui a vraiment beaucoup compté pour moi parce que ça m'a permis de connaître la Coupe d'Europe, d'avoir une ambiance, une ferveur magnifique. Donc, ces années-là à Saint-Étienne, c'est quelque chose qui reste gravé en moi, quoi. Le Lyonnais, un petit mot. Ah non, mais je crois que T'as un souvenir avec lui de. pour le coup, c'est quand même un très bon joueur de Saint-Étienne. toutes ces années stéphanoises, malheureusement, j'ai pu oublier, je te mens pas. Non, mais c'est la montée avec Dijon, je crois que surtout qui était quand même assez marquante. En plus, il était pas du milieu du foot, c'était quand même une formation d'opticien, si je dis pas. Tout à fait, ouais, qui joue au niveau amateur, et enfin, il a une trajectoire quand même. il avait été approché par un club professionnel, je me rappelle plus lequel, pour rentrer dans le centre de formation. En fait, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il est devenu professionnel sans passer par la formation classique. Ouais. Et en fait, ses parents, de ce que j'ai vu, voulaient qu'il poursuive ses études et qu'il les termine avant de devenir footballeur professionnel. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier infiniment d'avoir pris le temps de nous répondre. Et j'ai une petite question à poser à Gabriel que je voulais lui poser en début d'émission. Est-ce que c'est avec les primes de soirée dont Corentin a parlé que tu t'as acheté cette belle chemise? Et tu vois, elle est aux couleurs de Saint-Étienne en plus. Bon, je sens que le canapé de gauche frétille un tout petit peu. Il y a beaucoup d'excitation. On passe tout de suite à notre rubrique, l'invité. Une légende comme Rai sur le terrain. Rai, tu sais, ma bitch, on aime la maïs avec cette merde que la mif. Bonsoir, Rai. Bonsoir. Merci. Ça va bien, ça va bien. D'être avec nous. Vous savez quand même, cette petite musique, est-ce que vous savez que PNL, quand même, avait parlé de vous? PNL, c'est le plus grand groupe de rap français, vous saviez ou pas? Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur ça m'a touché énormément. J'ai dit merci, je profite là. Merci. Mais c'est vrai que et surtout quand il y a des nouvelles générations qui parlent encore de notre époque, ça fait plaisir. C'est ça, on en profite un petit peu pour prendre de vos nouvelles. Rai, ça fait donc votre passage au PSG date de plus de 20 ans, évidemment. Gabriel n'était certainement pas né, et moi presque pas, mais vous continuez à marquer votre légende à Paris. Surtout, vous continuez à être à Paris, vous y vivez. Ouais. Au moins une bonne partie de l'année, c'est vraiment votre ville. Vous avez gardé des liens très très forts ici à Paris. Ouais, presque. J'ai mis le presque. Ouais. Presque pas. Mais non, oui, à Paris, bon, il y a une histoire d'amour, une histoire forte avec le club, mais aussi avec la ville. À l'époque, quand je suis arrivé ici, 93, mes enfants, il y avait 4 ans et 9 ans. Donc c'est une histoire des familles aussi qui est bien adaptée ici. Bien sûr, on a eu besoin de quelques mois pour se bien adapter, moi aussi, sur le terrain. Mais après, ça allait très bien et cette histoire forte est restée. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a déjà 33 ans, qui avait 4 ans à l'époque, qui a fait ses études ici en France, qui habite en France. Mais depuis, en 98, je pars au Brésil. Je joue encore 2 ans à São Paulo et j'arrête le 2000. Mais depuis que j'ai arrêté le foot, je venais 5-6 fois par an ici. J'ai jamais quitté la France. Et là, depuis janvier, je suis redevenu parisien. Je me suis inscrit à Sciences Po. J'étais accepté à Sciences Po pour faire un cours de master des politiques publiques. Donc, je suis très motivé. Donc, Vous avez des cours, vous avez des élèves, vous donnez cours ou vous êtes en... Non. Parfois, on donne des cours aussi, mais je suis plutôt un élève. Vous vous rendez compte pour les élèves qui doivent avoir un Rai en prof, qui doivent arriver dans votre course, votre professeur ce matin, ce sera un Rai. Non, mais là, je suis venu pour être un étudiant pour 2 ans. Et donc, je compte rester ici à Paris maintenant comme habitant, comme résident ici à Paris jusqu'à les Jeux Olympiques. Il faut profiter aussi de ce... là, d'ailleurs, j'étais à un événement de Paris 24. Donc, mon sujet de master, c'est un peu à voir avec une association que j'ai depuis
depuis 25 ans presque, c'est on fait des travaux avec les enfants au Brésil dans des quartiers difficiles. Godeletra. Mais j'aimerais prendre cette expérience avec Godeletra depuis 20 ans pour aussi essayer de faire une politique publique pour toutes les villes au Brésil. Donc c'est le sport, éducation et culture. Et donc accompagner l'organisation de Paris 24 pour moi, ça va être très riche. Alors vous le voyez un tout petit peu ici, vous avez le chat, les supporters du Paris Saint-Germain qui sont toujours emballés. Vous êtes encore c'est Spanel qui nous dit c'est la légende des légendes du PSG. C'est beau quand même d'entendre ça. Ouais, c'est beau. Je crois que c'était les années 90. Moi, j'étais le capitaine de l'équipe et toute une équipe qui était très charismatique, qui avait une super ambiance au Parc des Princes. C'était au moment, début de 90, c'était au moment que le PSG a décidé vraiment d'être un peu plus loin, d'avoir des ambitions plus importantes. Et je crois que moi, parmi d'autres joueurs, bien sûr, on était un peu le symbole de ces moments très positifs. Il y a aussi, comme je dis, un rapport très proche avec les supporters. Vous avez encore des liens avec le PSG d'aujourd'hui? Je sais que Leonardo est votre ami, notamment il a participé avec vous, je crois, à Godeletra. Ouais, fondateur. Vous avez des liens aujourd'hui, maintenant que lui est parti, encore avec le PSG, ou c'est un tout petit peu derrière vous? Non, j'ai pas des liens directs avec le PSG. Bien sûr, j'ai plein d'amis au Paris Saint-Germain, mais non, bien sûr que j'ai passé 20 ans au Brésil. On venait de temps en temps, il y a eu beaucoup de changements au Paris Saint-Germain. Mais à chaque fois, bien sûr qu'à chaque fois que je vais au parc, que je suis invité, si je viens visiter les joueurs au camp de l'âge, par exemple, au centre d'entraînement du PSG, à chaque fois, il y a toujours une très belle réception. Les portes sont toujours ouvertes. Je suis très flatté de la façon qu'ils m'accueillent aussi. N'hésitez pas dans le chat à poser évidemment vos questions. À Ray, on a un petit peu parlé du PSG, on en reparlera évidemment en fin d'émission, mais d'abord c'est votre activité au Paris FC à laquelle on va s'intéresser. Vous êtes devenu actionnaire au Paris FC, donc l'autre club de la capitale, et votre envie, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, c'est de faire émerger un deuxième club à Paris. Pourquoi ça vous tient à cœur alors que votre club finalement c'est le PSG? Oui, mais le PSG, il y a déjà tout, il y a les ambitions. Il manque que la Ligue des Champions. Hein. Le reste, il y a tout. Il y a un centre de formation, un nouveau centre de formation qui est en train de finaliser dans les prochaines années. Après, il y a une belle équipe de travail, il y a tout un effectif incroyable, il y a toute une histoire des dernières années. Et moi, quand je suis arrivé ici, bon, j'avais plus des liens très très proches avec le PSG. Il y a eu cette opportunité, j'ai connu les gens qui commencent à construire ces nouveaux projets de Paris FC. C'est pas un concurrent, il n'y a pas de rivalité pour l'instant, peut-être un jour. Mais... oui, c'est l'objectif de devenir le deuxième club. Mais je crois que Paris, ça vient de plus en plus, les gens s'intéressent de plus en plus au foot, sont passionnés de Paris Saint-Germain. Et je crois que le fait, il y a des supporters pour le PFC qui accompagnent depuis longtemps le club aussi, mais je suis sûr que dès qu'on monte, il y a de la place pour tout le monde, pour avoir un club. Des différentes façons de voir de se présenter, de voir des différentes valeurs, et je crois que j'ai ça que j'essaie d'apporter en plus, d'apporter aussi un peu l'ambassadeur, de faire venir d'autres partenaires pour faire un club qui est déjà solide, qui est un travail qui est très bien fait. Moi, j'ai accepté de venir au Paris FC parce que je suis allé à Orly, où ils sont un centre de formation incroyable, très très beau. Il y a une super équipe féminine. Il y a depuis 3 ans, ils font des belles saisons. Donc c'est un travail qui, à un moment donné, ça va payer. Et je crois que ça va être chouette de voir 2 clubs à Paris. Un derby parisien, ça serait sympa. Justement, vous, du coup, vous arrivez avec le nouvel investisseur américain qui a racheté 9% des parts du capital du Paris FC. Vous, concrètement, votre rôle, du coup, au sein du club, qu'est-ce que ça va être Bon, déjà, il y a mon expérience. Je ne vais pas être la partie sportive parce que, bon, la partie sportive... Vous ne mettez pas du tout de la partie sportive Non, parce que la partie sportive, si jamais je connais bien... Il n'y a pas le moitié. La partie sportive, il faut vivre 5% de son temps là-dedans. Et moi, bien sûr, je peux apporter des choses, des contacts avec le Brésil, avec d'autres clubs, avec d'autres pays, des relations, mais mon rôle
surtout là au départ, c'est de faire connaître le club de plus en plus ici, ailleurs, de faire des facilités de partenaires, de faire des ponts avec le Brésil notamment. Mais il y a des avec potentiellement comme il y a pu avoir à Paris dans les années 90 avec vous, Valdo, peut-être une filière de joueurs parisiens qui. Oui, pourquoi pas. Ouais, je crois que ça. Sûrement, il y a dès que les gens au Brésil ont su que moi j'étais dans un nouveau projet de Paris FC, il y a déjà plein de clubs qui disent est-ce qu'il y a voilà, des agents brésiliens, des joueurs qui ont déjà envie de venir faire un beau parcours ici, et je suis sûr que ça peut faciliter d'avoir des nouveaux joueurs. Mais le rôle c'est plus le côté ambassadeur, apporter d'autres investisseurs, d'autres partenaires, hein, pas forcément d'investisseurs, mais des partenaires pour faire un club costaud, pour monter, mais il y a un moment qui montait, il dit rester en première division. Mais juste Mehdi Charles, je tourne vers vous, il y a beaucoup de réactions sur le chat et je vais les prendre juste après, mais justement cette possibilité de voir un deuxième club à Paris, vous les Parisiens, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes encore un petit peu sceptique? Tu vois, moi ça me semble possible parce que à mon avis, il n'y a pas pour l'instant à proprement parler de club qui soit justement proprement parisien. Et bon, là où je rejoins un petit peu Leonardo qui quand il disait que Paris c'est pas la ville du foot, c'est que je considère déjà qu'à Paris, enfin on se rend compte qu'il y a énormément de monde qui vient pas forcément de Paris. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout en France, de partout dans le monde, donc qui ont pas forcément d'attache territoriale particulière. Moi, je pense par contre qu'on peut considérer que la région du foot en France, c'est l'Île-de-France, parce que le vivier de talent, tu veux dire? Non, au-delà de ça, parce que moi, je pense vraiment que le PSG, c'est le club de l'Île-de-France plus que le club de la ville de Paris intramuros, tu vois. Bon, bah, donc déjà... en ce sens, il y aurait une place pour toi. Ah oui, non, mais oui, effectivement, parce que bon, tu vois, ça veut pas dire qu'en Île-de-France, il y a pas d'autres clubs. Il y a par exemple, t'as le Red Star, qui est un club emblématique à Saint-Ouen. Versailles et Paris 13 Atlético, qui sont en national depuis cette année, d'ailleurs. C'est pas loin. Ouais. Mais au-delà de ça, enfin, tu vois, moi qui habite en très proche de banlieue en plus, tu vois, genre je vois directement la différence. Je vois beaucoup plus de maillots du PSG, notamment les jours de match. Je vois beaucoup moins de maillots de l'OM aussi, même s'il y a quelques irréductibles qui continuent à se promener comme ça par-ci par-là. Mais donc, en tout cas, à mon avis, je pense que ça reste une vraie possibilité parce qu'il n'y a pas de club qui, à mon sens, est proprement un ADN qui corresponde à la ville de Paris, intramuros, tu vois. Mais dis juste avant de prendre le chat. Non, je trouve l'analyse de Charles très intéressante. Merci, Mehdi. Moi, je vous rapproche, mais forcément. Non, j'ai perdu mes mots. Merci, Charles. Si tu partages, non, je suis d'accord avec son analyse et justement, moi, je pense que le Paris FC est pas loin d'y arriver. Comme le disait Rai, c'est un club qui sort de quelques belles saisons, qui a failli monter l'an dernier, qui se structure depuis quelques temps. Et qui ne demande qu'à grandir. Mais par exemple, on l'a vu face à Bordeaux, et Rai, je me tourne vers vous. Pour l'instant, le Paris FC peine à remplir. Ouais. Charlie, c'est difficile de faire émerger une culture club, vous le sentez, autour du Paris FC. On sent qu'il n'y a pas encore une effervescence totale, un engouement, vraiment, on sent le club pas soudé, enfin la ville pas soudée derrière son club. À l'inverse, par exemple, de ce qu'il peut y avoir au Red Star, pour le coup, et Saint-Ouen, où il y a vraiment une culture club ancrée. Ouais. C'est un de vos objectifs aussi, et vous sentez que c'est difficile? C'est un des objectifs. C'est pas forcément difficile, je suis d'accord. Bon, on est à Charletti, 13e, 14. Il faut, mais l'effort, ces dernières années, l'effort qui a été fait pour construire un centre de formation, pour construire une équipe féminine, masculine, pour construire une équipe compétitive, parfois on n'a pas une équipe pour penser à tout ça. Et maintenant, c'est pour ça que c'est important d'avoir des nouveaux partenaires. Parce que la possibilité est là. Depuis 2-3 saisons, le Paris FC a failli monter. Mais c'est vrai que pour faire un travail de fond, pour avoir, déconstruire tout ça, une identité encore plus parisienne, il faut du temps, d'investissement, des équipes, pour faire ça, parce que à un moment donné, pendant ces dernières années, il y a eu beaucoup qui étaient investis dans la partie sportive. Maintenant, je crois que le côté rapport avec le public et tout ça, de faire venir, exactement, c'est positionné ça. Je crois que c'est pour ça que les nouveaux investisseurs
peuvent apporter tout ça. Mais d'autant que ça date depuis 2020 au Paris FC, il y a eu le Royaume du Bahreïn qui est devenu un des principaux investisseurs au capital à partir de ce moment. Au début, c'était Pierre Ferracci, le président, Qui a toujours qui a toujours actionnaire majoritaire. Mais qui ouvre du coup le capital notamment à l'investisseur que vous avez rejoint. C'est une politique qu'on voit qui est assez récente en fait au PFC. Ouais, c'est assez récente. Bon, pour grandir, pour aller plus loin, pour être un peu plus ambitieux, il faut s'offrir un peu plus pour des nouveaux partenaires, et aussi pour de nouvelles idées. On apporte aussi avec des nouvelles idées. Avec la difficulté des résultats aussi, parce que bon, actuellement le Paris FC n'est pas très bien engagé sur ce début de saison pour la montée. Il y a difficile à ce plafond de verre aussi un petit peu avec les barrages souvent qui viennent, sur lesquels le Paris FC vient s'est heurté deux ou trois fois ces dernières saisons, si je dis pas de bêtises. C'est difficile quand même pour le Paris FC de franchir ce cap et de se dire allez on va en Ligue 1. Est-ce que vous avez un objectif, disons 2 ans, 5 ans pour que le Paris FC soit en Ligue 1 ou est-ce qu'il est pas planifié encore? Oui, non, il y a un objectif des courts termes, j'imagine, 2 saisons, 3 saisons au maxi. C'était un début difficile, mais qui n'était pas attendu. Le sport, la partie sportive, on a toujours, quand on voit les deux dernières saisons, plus ce qui était investi maintenant, c'est un bel effectif. Je crois qu'on a tout pour renverser la situation du départ difficile et aller vers notre principal objectif, qui c'est monter. Sachant que pour cette saison, il y a que 2 montées directes, donc c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'avec la réforme des championnats, c'est la difficulté de plus. Pour pas mal des gens qui réagissent sur le chat, il y a le côté foot populaire qui est un petit peu mort à Paris et ça peut laisser la place pour beaucoup, notamment lui, un deuxième club. On a Hugo qui est un peu taquin. Mais il faut assumer ces côtés-là et investir dans ça. C'est ça, c'est que ce soit le club de Paris, la ville de Paris, tu vois. Exact. On a Hugo qui est plutôt taquin, là, c'est pour vous, Rai. Plutôt voir le PSG gagner la Ligue des Champions ou le Paris FC monter en Ligue 1? Moi, on fait la complète, comme ça, on fait tous ensemble, Paris entière, en fait. La région parisienne, en fait. Ça va être beau, ça va voir. D'ailleurs, on disait qu'au PSG manquait la Ligue des Champions, je t'ai assimilé quand même que la Coupe des Coupes, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la Ligue des Champions, malheureusement. Enfin bon, à part la Ligue des Champions, rien n'est la Ligue du Champion, Corentin. Ouais, je pense que c'est la question difficile. Non, mais, la Ligue des Champions, c'est vrai le PSG est arrivé en finale, mais quand on voit tous les grands clubs qui sont au même niveau pour y arriver, c'est vraiment, c'est pas facile, mais bon, à force. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver, Charles, maintenant, une fois qu'on a le PSG qui gagne la Ligue des Champions ou le Paris FC qui monte en Ligue 1? Je vous sens en difficulté sur ma gauche, là, moi, je connais la réponse. Et c'est la coupe aux grandes oreilles. Ah, vraiment. Je peux pas porter l'œil, du coup, on va passer à la deuxième partie de cette discussion. Tout va très vite. Alors qu'on tense un peu les touristes du Parc des Princes dans le chat, visiblement le côté impopulaire du PSG descend en partie. Il a toujours existé le côté impopulaire. Hein. C'est un club très bling bling, le PSG à l'origine. Hein. Faut qui pas était l'oublier fondé d'ailleurs par des Belmondo, par des stars. On va passer à la deuxième partie de cette discussion. Je voudrais que vous regardiez cette petite vidéo qu'on va vous montrer et on va revenir dessus juste après. Votem em Lula porque ama a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista. Eu voto em Lula convicto. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá, eu voto Lula. J'ai cru que vous avez mis le même t-shirt, mais finalement, finalement non. Pour ceux qui évidemment qui n'ont pas compris le portugais, même si ça semble relativement transparent, donc vous avez appelé à voter Lula lors des prochaines élections présidentielles. On voit énormément de footballeurs brésiliens impliqués sur le terrain politique. Il y a eu des footballeurs députés, on en a qui sont engagés que ce soit pro ou anti Bolsonaro. C'est important pour vous, c'est que votre parole, vous avez le sentiment que votre parole compte, qu'elle est légitime, parce que en France, on y reviendra juste après, mais on a le sentiment que c'est un petit peu plus tabou. On a vu très peu de footballeurs s'exprimer ou par des tribunes, mais très peu comme ça. Vous, c'est important pour vous de le faire? Pour moi, c'est important, surtout à ce moment. On passe par un moment très important, difficile ces dernières années avec Bolsonaro, à mon avis, et il faut se positionner. Quand on voit un gouvernement aussi radical dans le sens d'extrême droite, même,
À mon avis, déjà dans ma famille, mon frère Socrates a été toujours quelqu'un engagé. Moi aussi, avec le projet social, c'est aussi participer des mouvements sociaux. C'est ma façon. Je pense pas devenir politicien, mais ma façon de participer à la vie politique. Et je crois qu'il y a une responsabilité aussi d'être un personnage public qui a importance et que c'est que les gens suivent. Et dans un moment important du pays, je crois qu'il faut s'y positionner. C'est culturel finalement quand on compare au cas français ou peut. Tu vois, j'aimerais bien poser une question à Ray parce que en l'occurrence, c'est déjà arrivé que des joueurs de l'équipe de France, notamment, se positionnent en politique. C'était exactement 2002 quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Et donc on voit qu'à chaque fois, en tout cas en France, c'est contre l'extrême droite que ça s'est fait. Et du coup, moi, ma question pour vous, ce serait de savoir qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est normal pour vous de voir des footballeurs s'engager en faveur de l'extrême droite, que ce soit au Brésil ou ailleurs, ou est-ce que vous considérez que ces valeurs-là qui sont portées par l'extrême droite ne correspondent pas aux valeurs que vous attribuez au football? Bon, déjà, au Brésil, on dit que les footballeurs brésiliens, ils participent pas autant. Il y en a pas très peu qui participent, mais quand on compare, je suis d'accord, quand on compare avec d'autres pays, il y a beaucoup Romario qui est sénateur aujourd'hui, qui a été député aujourd'hui, c'est un sénateur. Il y a plusieurs athlètes. Ouais, exactement. On aurait pu avoir plus, mais quand on compare avec d'autres pays, il y a beaucoup de joueurs qui s'engagent, jouent mieux aussi. Mais à mon avis, je crois que les joueurs qui supportent Bolsonaro, les athlètes ou les joueurs qui supportent Bolsonaro, ils n'ont pas l'impression de supporter l'extrême droite. Donc si on parle qu'est-ce que signifie l'extrême droite, je crois que pour moi c'est clair que c'est l'extrême droite. Mais je crois qu'il se trompe là-dessus et j'ai du mal à comprendre les athlètes, les joueurs qui justement on voit supportent Bolsonaro, qui est à la régie de nous afficher ça, le tweet donc de Lucas Moura qui a notamment fait beaucoup réagir. Lucas Moura, ancien du PSG, comment vous réagissez vous quand vous voyez ce genre de tweet de Lucas Moura qui est donc soutien affiché de Bolsonaro, comme ça peut être le cas par exemple je crois de Ronaldinho également, enfin Kaka aussi. Dans ce cas, Lucas, il met comme si Lula était communisme, l'extrême gauche, qui n'aime pas les extrémismes. Mais bon, j'ai du mal à expliquer. J'ai du mal à comprendre, d'expliquer et comprendre aussi quand on voit tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, quand on voit les propos racistes, homophobes de Bolsonaro qui était un peu dans son histoire et qui, d'une façon ou d'une autre, avec fake news, je sais pas, il arrive à tromper les gens. Mais comment vous l'expliquez j'ai du mal à comprendre. Parce qu'il y a quand même énormément de joueurs brésiliens, de grandes stars qui soutiennent Bolsonaro. Bon, la démocratie, on peut accepter, c'est toutes les opinions, mais j'ai du mal à expliquer. Bon, il y a le côté Bolsonaro, il essaie de se dire évangéliste, que c'est Dieu au-dessus de tout. Ça. Et au Brésil, la religion, c'est quelque chose de très important. On peut expliquer par là aussi, dans certains cas. Mais dans d'autres cas, j'ai du mal à comprendre. Moi, quand je vois le cas de Neymar, c'est le seul lien que je fais, parce que sinon, je trouve qu'il y a un paradoxe total entre le soutien de Neymar à Bolsonaro et ses prises de position antiracistes, notamment lors de PSG Başakşehir. On est sur un paradoxe total qui est totalement incompréhensible et qui est difficile, qui est complètement inexplicable à mes yeux. Je veux dire qu'aussi au Brésil, Bolsonaro il vient d'une zone, je crois, très pauvre, d'un village assez pauvre, et il représente aussi parfois pour certains joueurs un modèle d'accession et de réussite. Il y allait les chercher aussi dans son électorat en quelque sorte. C'est ça, et en plus on peut imaginer, je parle sous votre contrôle, mais que dans une société assez ségrégée comme peut l'être le Brésil, le volet sécuritaire aussi pour des joueurs qui forcément vont avoir plutôt peut-être du fait de beaucoup de choses, mais notamment aussi de revenus, et ça revient aussi peut-être à l'entourage, ce dont on parlait tout à l'heure avec l'entourage. Il y a un volet aussi de volonté de se protéger aussi, peut-être que le discours sécuritaire peut et défendre les armes.
c'est vrai j'ai déjà entendu des joueurs que j'ai discuté qui sortent des milieux très violents, des drogues, des trafics, des gangs, qui étaient très violents et qui, à mon avis, d'une façon pas la bonne façon de réfléchir, mais qui voient les armes comme le peuple puisse avoir des armes comme une solution. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que ça existe aussi. On a une question sur le chat pour vous, Rai. Est-ce qu'au Brésil, les footballeurs sont encore plus un modèle qu'en France, et du coup, ça incite aussi à s'engager, à faire porter sa voix, parce que vous êtes peut-être davantage un modèle pour notamment la jeunesse. Est-ce que vous ressentez comme ça, vous, dans votre engagement? Ouais, je crois que pas plus que d'autres. Si on compare avec la France, il y en a peut-être une partie qui suit pas le foot, mais si on prend toutes les nouvelles générations qui suivent, les joueurs sont un modèle partout. Voilà, c'est ça. Culturellement, le footballeur est peut-être davantage associé à une réflexion sociétale, politique qu'en France. Ouais. Moi, quand je pense engagement footeux, je pense à Socrates en premier lieu, très sincèrement. Donc, Non, c'est un symbole de ça. C'est vrai qu'il y a eu des personnages qui ont marqué, liés au foot et au sport brésilien, qui ont marqué aussi la vie de la société, l'intervention, la participation. J'aimerais bien faire un petit retour en France rapidement pour revenir sur cette question de l'engagement peut-être plus difficile des footballeurs. On a vu Mbappé qui s'était engagé contre les paris sportifs notamment. Et puis quand il y a eu l'histoire des chars à voile avec Christophe Galtier, il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché d'un côté de s'engager contre les paris sportifs et de l'autre côté de pas traiter suffisamment sérieusement tout le sujet de l'écologie avec les trains, etc. Donc est-ce que vous considérez qu'un footballeur, quand il est engagé, doit s'engager sur tout? Bon, aujourd'hui, il y a des contradictions, on a partout dans la vie. Pour les joueurs aussi, c'est pas, quand on parle d'Mbappé ou d'autres joueurs, on va parler des joueurs qui sont très jeunes, quoi. Il y a plein de choses je crois que dans l'état d'esprit, c'est Mbappé, quand on prend l'exemple d'Mbappé, c'est quelqu'un avec un bon état d'esprit, qui a mais il est très jeune, il y a plein de choses encore à voir dans la vie, à apprendre dans la vie. Et parfois on glisse aujourd'hui, et surtout au foot, tout le monde est très attentif, donc quand t'as quelque chose qui était maladroit, on pardonne pas, et parfois c'est avec raison, avec des raisons, mais il faut que les joueurs fassent de plus en plus attention, parce qu'ils sont des exemples, et c'est pour ça que les gens se rapprochent beaucoup, parce que un mot mal placé ou quelque chose qui est grave, qui peut être grave, il peut être quelque chose qui touche toute une génération, qui admire quelqu'un. Donc il faut que tout le monde dans le foot qui est exposé comme ça, il faut qu'il fasse attention. Mais vous appelez à ce que les joueurs s'engagent davantage, ou pour vous ça doit rester de la discrétion de chacun? Déjà, c'est très personnel, personnel. Il faut qu'ils se sentent à l'aise pour ça, qu'ils se sentent bien, et qu'il soit quelque chose qui est une conviction. Ouais, qu'il soit en conviction. C'est pas s'y positionner pour s'y positionner. Ok, il faut s'y positionner quand il est à une conviction, une idée. Ouais. Après, je trouve, quand bien même le comportement de Galtier et d'Mbappé est regrettable, je trouve que c'est quand même assez facile de taper un peu sur les footeux et de leur imposer des responsabilités qui sont pas les leurs non plus. Aujourd'hui, on a tendance un peu dans cette société un peu fracturée, divisée, de vouloir absolument faire des footballeurs ce qu'ils ne sont pas, des représentants de la société, des représentants. Tu veux dire à l'inverse, toi, ce qui s'exprime surtout, oui, finalement. Voilà, moi je pense qu'on peut pas être sensible à tous les combats sociaux. Comme toi et moi, finalement, ou comme toi, ou comme n'importe qui, on a tous finalement un peu tous nos combats. Il y a une classe politique qu'on élit, qui est aussi, qui devrait, à mon sens, être beaucoup plus visée sur ces questions-là. Vous disiez, juste pour terminer là-dessus, des responsabilités politiques. En revanche, ça vous intéresserait pas, préférez rester comme ça, voilà, exposer votre avis dans le cadre de ce vote, mais des responsabilités politiques au Brésil, comme a pu le faire Romario, c'est pas quelque chose vers lequel vous souhaiteriez vous diriger à terme? Non, là c'était plutôt c'est à favor de Lula, mais
surtout contre Bolsonaro. Et mais non, je crois que de continuer à avoir mon indépendance, ça me donne des forces pour être encore plus, d'avoir plus de forces pour influencer les politiques. Donc c'est ma façon de ma participation politique, c'est plus en dehors du système politique en soi. On va faire un petit retour en arrière, en tout cas pour terminer cette émission. C'est l'instant du face-à-face. Supporters parisiens qui êtes toujours présents sur le chat, n'hésitez pas, c'est votre moment pour poser vos questions. Arrête, un petit retour en arrière, je vais vous demander des petites anecdotes. Évidemment, à chaque fois, vous répondez. On va commencer, comme ça je vais vous expliquer, c'est très simple. Votre meilleur souvenir au PSG? Le meilleur souvenir au PSG, c'était le dernier match contre Monaco. Les supporters ont fait un super fête. On a une partie de la vidéo, je crois que Clément... Ah ouais, c'était l'émotion. Mais bon, c'était tous les matchs. C'était contre Monaco. Le dernier match au Parc des Princes. Le Parc, c'est qui pour moi lieu sacré. C'est là que vous vous êtes rendu compte que vous étiez une légende du PSG, ou du moins que vous allez marquer son histoire. C'est à ce moment-là que vous le dites? Oui, j'avais un peu une idée, mais à ce moment-là, il y a aussi dans les deux sens par rapport aux supporters, l'hommage, tout ça, là j'ai vu que ça allait rester pour longtemps, pour toujours, j'espère. Mais aussi de l'autre côté aussi, moi je pouvais pas me retenir parce que c'était tellement d'émotions, tellement fortes, tout ce qu'on a vécu ici, que ça dépasse moi-même. Vous parlez du Parc des Princes, votre première saison, et c'est Saïs Panam qui fait écho, elle a été plus difficile. Quel a été le déclic pour vous imposer au PSG après donc cette première saison un petit peu contrastée, où il y a même eu quelques sifflets du Parc des Princes? Ouais. Quel a été le déclic pour vous? C'était un dirigeant, c'était vous-même? C'était le printemps quand il arrive. Moi, c'est souvent le cas pour les gens brésiliens. Moi, je suis arrivé parce qu'il y a eu c'est 93, il y a eu l'éliminatoire, des matchs d'éliminatoire. Donc, je suis arrivé à Paris pour jouer au mois de septembre, octobre. Et au mois de novembre, il y a eu la neige. La première fois que je voyais la neige. Les terrains humides, lourds, difficiles à jouer. Je jouais jamais en grimpant. Donc il y a toute une adaptation. Et moi aussi, je venais de 3 ans sans vacances parce que j'étais capitaine de l'équipe nationale de Brésil. Donc pendant les vacances, je faisais des matchs amicaux, faisais des tournois, Coupe América. Après, 94, c'était la Coupe du Monde, mais c'est passé 3 ans sans vacances. Je suis arrivé fatigué avec une adaptation. Il y a toute une somme des facteurs qui était difficile. Mais dès qu'il est arrivé le printemps, le premier rayon du soleil, que j'ai pu le mettre le t-shirt, ça n'a pas été difficile pour vous d'arriver et de vous sentir un peu rejeté peut-être par une partie du Parc des Princes à ce moment-là, sachant que vous étiez capitaine de la CSAO, vous veniez avec un statut de grand joueur, vous veniez de gagner la Copa Libertadores avec Sao Paulo, et la Copa Intercontinentale. C'était très difficile, mais bon, les joueurs sont un peu habitués à ces genres de situations. Et pour moi, dans ma vie, toujours, je crois que c'est ça qui fait les grands champions. Quand il y a des moments difficiles, la réaction, c'est de prendre ça comme un défi. Donc je vais réussir. Ça te motive encore plus, même si t'es pas encore en confiance, hein, mais à l'intérieur, c'était très dur à vivre pendant des mois. J'ai pris le temps de travailler, de parler pas beaucoup. Mais au moins, c'était quelque chose qui ça m'a redonné une motivation en trip pour dépasser tout ça. Et je crois que c'est ça qui a fait que mon histoire devienne quelque chose de différent, spécial, dans le sens, c'est parce que les gens ont vu que c'était la façon que j'ai réagi au moment difficile, ils apprécient aussi. Je crois que ça fait partie aussi de ce qu'on a vu pour les matchs de Rio. Elio qui nous demande, à part le parc, quelle a été la plus grosse ambiance que vous avez connue en France? En France? Ouais.
En France, non, mais en France, c'est qu'il y a, en France, j'ai pas eu beaucoup. On parle on pense à Marseille, c'est sûr. mais moi, quand je suis arrivé, c'était le moment où Marseille était en 2e division. Il était puni. Donc, je crois que j'ai joué 1 ou 2 matchs, peut-être un seul match là-bas. Et, donc j'ai pas eu beaucoup de matchs. Après il y a Saint-Étienne. Bon, il y a eu de très très bonne ambiance aussi, mais moi je m'appelle pas des 1. On espère c'est toujours au parc, c'était le plus beau. On a Seis Panam qui nous dit Rai, raconte-nous cette ambiance et ce match PSG-STU à Bucarest. Avec donc les 3 buts à remonter. Pour le Barça, c'est un de vos souvenirs les plus forts aussi, ce match-là. C'est un des plus forts. Il y a un des plus forts pour les supporters aussi qui ont suivi à l'époque. Bon, c'était 3-0. En plus, c'était le match qui, à l'époque, c'était pas facile. C'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était les premières saisons que j'ai joué ici, c'était un seul en Ligue des Champions. Seulement le champion. Oui, bien sûr. Qui jouait le champion. Et après, qui est le deuxième joueur aussi. Mais je crois que cette fois-ci, il y avait un seul qui pouvait jouer la Ligue des Champions. Donc c'était un match qui valait la Ligue des Champions quand même. Donc avec plein d'enjeux dessus. Et on devait marquer 4 buts au moins de différence. Et on met les 4 buts ce premier mi-temps. Et personne n'y croyait au départ. Et je me rappelle que pendant la semaine, c'était moi un des seuls qui disait aux gars, aux supporters, on va y arriver. Et il y avait une ambiance aussi de folie là-bas. C'était une super soirée. Donc, il y avait Simone. Leonardo qui a fait un match incroyable. Le joueur tout confondu le plus fort avec lequel vous ayez joué? Bon, il y en a eu plein. Je vais parler des attaquants déjà. Romario, Ronaldo et Jorge Weah aussi, qui était Ballon d'Or après. Juste un an après qui partait du PSG. Et Romario pour moi c'était le plus fort, mais c'était pas le plus constant. Donc il se comprend, tu prends Ronaldo, c'est moyenne de buts, presque un but par match toute sa carrière. Romario a fait des saisons beaucoup plus fortes, encore plus fortes que Ronaldo, mais c'était 2, 3, 4 dans sa carrière entière. Donc, ça dépend du point de vue quand même, mais c'est des monstres que j'ai eu la chance de jouer en attaque à côté. Ray, votre meilleur ami dans le foot? Moi, j'ai Ricardo Gomes, Leonardo, qui était fondateur avec Agua de Letra, avec moi, qu'on a joué ensemble à São Paulo aussi. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, ce qui est connu en France, oui, je crois que c'est Votre coéquipier le plus fou? Il y a Valdo aussi qui m'a beaucoup aidé aussi au départ. C'est un super ami. Coéquipier le plus fou? Le plus fou, coéquipier, il y a eu un qui s'appelle Pintado, Ricardo Rocha qui était en 94, mais je vais avoir bon, il y a eu un entraîneur qui vous connaissez bien, qui était aussi une certaine réputation, non? Romario aussi, ouais. Mais bon, il était pas fou. C'était difficile peut-être parfois, mais pas un fou. Mais bon, je me rappelle pas. Vous séchez. Ouais. Est-ce qu'il y a ouais, vas-y Charles. Bon, d'abord, l'objectivité journalistique me commande de préciser que même si quand vous êtes arrivé à Marseille et descendu, c'était quand même une bonne saison pour eux, on va dire 93, c'est pas leur pire année. Mais en toute objectivité, on est en train de perdre un peu de gens là. Je crois que t'as mis quelques gens à dos sur le. Je vais faire cette précision. Saint-Cager ne cautionne pas les propos de son chroniqueur Charles Ford, mais on va quand même le laisser terminer. Et au-delà de ça, j'avais lu un bouquin qui avait été fait par les Cahiers du football, qui était très bien, qui s'appelait l'Odyssée du 10, qui parlait un peu de l'évolution de ce poste de jeu, etc. Ouais. Et la manière dont finalement aujourd'hui on n'avait plus vraiment de 10 à l'ancienne qui était vraiment concentré sur le jeu, que leur rôle était quand même plus large, on leur demandait plus de revenir défendre, de faire les efforts. Il y a même plus beaucoup des schémas avec des numéros 10. Oui, tout à fait. 4-3-3. C'est un schéma où il y a très peu de 10. Même si Christophe Galtier résiste encore et toujours à l'envahisseur. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du jeu à ce niveau-là? Vous le regrettez, oui, en fait, qu'il n'y ait plus de 10, plus de joueurs tellement dans votre profil aujourd'hui. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ces postes-là, exactement, il y a eu une évolution assez intéressante.
À mon époque, par exemple, il y avait le numéro 10, c'était peut-être presque le seul qui faisait la liaison entre l'attaque. Et c'était difficile parce que moi, j'avais pendant une bonne partie de ma carrière, j'avais une marquage individuel. Aujourd'hui, par exemple, quand on perd le ballon aujourd'hui, les gens ils marquent déjà de l'autre côté. Donc, c'est tellement bien soudé le schéma qui tout le monde presque. Donc l'attaquant il vient au 10, le 10 il doit tourner un peu plateau, et il doit marquer, il perd le ballon, il doit faire le marquage, donc aujourd'hui tout le monde doit faire c'est beaucoup plus intense. Avec les pieds et les ailiers en pied inversé comme dit aussi Spanam. Donc il y a beaucoup plus d'espace pour avoir un 10 classique, il faut que le mec ait un super talent incroyable. Paradoxalement, en plus, pour vous, la Coupe du Monde 94, c'est un tournant, parce que vous êtes capitaine de la Seleção. Ouais. Vous débutez la phase finale sur le banc, le brassard est donné à Dunga, et enfin, il n'y a plus la place du numéro 10, où la création est donnée à Romario et Bebeto. Comment vous l'avez vécu Oui, parce que paradoxalement, vous êtes champion du monde, mais vous finissez sur le banc. Exact, ouais. J'ai joué les 3 premiers matchs. Moi, j'étais presque 4 ans comme capitaine de l'équipe nationale. Ça tombe un peu le moment que je viens à Paris. C'est le moment que j'étais fatigué, de l'adaptation ici à Paris. Donc, c'était pas le meilleur moment pour moi. Mais ça revient aussi quand on parlait du numéro 10. Le numéro 10, il y avait un rôle presque seul. Parce que c'est lui, c'est le numéro 10, il est pas bien, l'équipe avait du mal à marcher. Donc, il y en a beaucoup du monde qui rapproche l'entraîneur brésilien qui m'a fait sortir parce qu'il y avait plus, c'était une équipe qui est restée, mais plus défensive, plus. Mais ouais, c'est vrai. Moi, je crois que c'était un peu ça. Moi, j'ai participé à la construction de cette équipe. Moi, la plupart du temps, j'ai fait des super matchs. Mais le moment de la Coupe du Monde, physiquement, j'étais fatigué, j'étais pas dans mon meilleur moment, malheureusement, et j'ai pas eu la chance de jouer une deuxième Coupe du Monde. On va terminer rapidement pour vous libérer. Ray, votre joueur préféré au PSG aujourd'hui, dans l'équipe actuelle? Préféré? Oui. C'était, il y a tellement. Faut en dire plusieurs. Ouais, je regarde, Neymar. Et enfin, Ray, directeur sportif ou entraîneur du PSG. Est-ce que c'est possible? Non, c'est possible. déjà, au Paris FC, j'ai déjà une autre rôle qui c'est pas sportif. Vous avez été directeur sportif. J'étais 3 ans à São Paulo FC. Mais non, déjà entraîneur, il faut faire une formation. J'ai pas le diplôme, mais c'est pas quelque chose. Je crois que, aujourd'hui, c'était un boulot intense là-bas, mais moi je crois que je suis dans un moment de ma vie d'expérience aussi que je peux être dans une partie plus stratégique et ça au PSG un poste plus stratégique. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça. À ce moment je vois pas ça, et bon, je suis engagé dans un autre projet. On va voir, j'espère que ça va marcher, on a le temps, je viens d'arriver, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je pense que les gens du PSG, c'est quand même déjà pas mal comme rôle au c'est sein du club. Et en plus, le risque quand on revient, après, c'est que... C'est vrai. Le risque quand on revient, en plus, comme Juninho, par exemple, ça peut ternir peut-être la fin de l'histoire. Mauricio Pochettino, t'étais pas obligé d'aller à Lyon. On peut élargir le regard aussi. Toute proportion gardée, évidemment. Mauricio Pochettino n'était pas le Juninho du PSG à l'époque. Merci, Ray, en tout cas, d'être passé dans ce plaisir. On a été très heureux de vous recevoir. Pour nos lecteurs, on a le mag qui arrive la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui produit l'émission, parce que voilà, il y a les stars, évidemment, à ma gauche et à ma droite, mais il y a aussi tous ceux qui contribuent à faire de cette émission bénévole ce qu'elle est, à faire qu'elle continue, et c'est, croyez-moi, un gros boulot. Donc merci notamment à Paul Laurence et Théodore Azouz qui s'occupent de la préparation de cette émission. Merci à nos 2 artistes en régie, Clément Duranton et Mélissandre Descarins, Julien Boileau, Mohamed Alitili, Adrien Drill à la communication, toute l'équipe de Salon Caviar, et enfin un remerciement tout particulier à Ludovic Place, qui gère ce studio, qui nous permet de produire cette émission, et c'est important parce qu'on a beaucoup besoin de soutien pour maintenir ce type de projet bénévole. Voilà, on est très très heureux de vous avoir retrouvés. Maintenant, on vous lâche plus jusqu'à la fin de l'année. Désormais, c'est tous les lundis, et la semaine prochaine, vous retrouverez l'excellent Elio Bono à la présentation. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt dans Salon Caviar.